Eric Zucker, conférencier, enquêteur, dans une conférence publique organisée par OVNI Conscience. On va continuer donc avec Eric Zucker. Eric était historien de formation, ufologue aguerri et ufologue de terrain, même si c'est un pléonasme. On devrait toujours être ufologue de terrain. C'est vrai. Voilà. Et donc Eric est un des contributeurs bien sûr de OVNI Conscience. Il va nous présenter 3 cas qu'il a enquêtés personnellement de RR3, donc rencontre rapprochée du troisième type, comme dans le film de Spielberg. Voilà. Donc bonjour, merci d'être là. Je vais essayer, dans ce court exposé, de faire différemment de ce que je fais d'habitude. D'abord, il faut savoir que je me suis intéressé très tôt à ce phénomène, à ce problème OVNI, et d'habitude je n'en parle pas. Il faut savoir que je suis retiré du milieu ufologique depuis 35 ans au moins, c'est pas plus. J'ai mes raisons pour ça. J'en parle très peu, y compris dans mon entourage. J'ai des amis depuis 30 ans qui, au mieux, en ont vaguement entendu parler, mais ils ne savent même pas la plupart du temps. Et j'en parle très peu en public également. C'est un choix de ma part. J'en parle peu parce que il y a beaucoup de préjugés et d'incompréhension par rapport à ce phénomène, et parce que, en tant qu'historien, je ne suis pas très satisfait de ce qui se passe au niveau du terrain. Il faut comprendre une chose qui est fondamentale. Ce qu'on appelle ufologie, c'est avant tout de l'information. 95% de l'ufologie, c'est de l'information, c'est-à-dire c'est des récits qui nous reviennent, souvent après des années, des fois des décennies. J'ai même un cas récemment où c'est le petit-fils du grand-père qui est mort depuis longtemps, qui avait vu atterrir un truc sur sa propriété, qui a accepté du bout des lèvres d'en parler, le grand-père en parlait à table. Donc ça remonte à 60 ans, 70 ans. Donc c'est des récits qui nous reviennent comme ça. Le propre d'un historien, c'est de vérifier les sources, la crédibilité, l'information. L'information est vitale sur un plan plus qualitatif, je dirais, que quantitatif. Il vaut mieux avoir une centaine de cas pour la France, par exemple, mais parfaitement bien enquêtés, où on est sûr de l'information qui remonte, que 10 000 cas où on est sûr de pas grand-chose finalement, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, parce qu'on n'est pas sûr de ce que le témoin a dit, parce que tout s'est mélangé, parce que... Voilà. Comment voulez-vous réfléchir? Comment voulez-vous bâtir un modèle? Comment voulez-vous appréhender un tel phénomène si on n'est pas relativement sûr de l'information? Alors, les rares fois où j'en parle, je fais généralement une espèce de synthèse, c'est-à-dire que je donne à mes interlocuteurs les éléments principaux qui permettent d'appréhender ce phénomène. Qu'en est-il sur le plan statistique au niveau mondial? Qu'est-ce qu'on sait exactement? Et je descends après dans des problématiques. Quelles sont les caractéristiques de ce phénomène finalement? On a 70 ans au moins de recul historique. Dans cette profondeur, petit à petit, vous avez des caractéristiques qui ont émergé. Il y en a 5. Posez la question à un ufologue, est-ce qu'il les connaît? Donc, je donne ces éléments. Je procède pratiquement toujours comme ça. Aujourd'hui, je vais faire tout à fait différemment. Je ne vais pas procéder d'une pensée déductive, mais d'une pensée inductive. C'est-à-dire que je vais vous raconter ce qui se passe sur le terrain, tel que moi je l'ai appréhendé. Il se trouve que dans les années 75-80, j'ai eu la chance de pouvoir enquêter sur des rencontres rapprochées, notamment du troisième type. C'est ce qui m'intéressait pour un tas de raisons, notamment parce que je pensais que ces gens avaient été quasiment au contact de ce phénomène, dont ce qu'ils avaient à nous dire était extrêmement important. En vérité, les choses sont moins simples que ça, mais bon. Et j'ai eu la chance d'enquêter une dizaine, à peu près 10 cas de RR3, ce qui est, croyez-moi, pas mal, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est 3 cas, j'ai choisi 3 cas que j'ai enquêtés, et ceux-là, je peux raisonnablement vous garantir l'origine, la source, le sérieux. Parce que c'est moi qui les ai révélés, c'est moi qui ai fait l'enquête, c'est moi qui ai fait la reconstitution
sur les lieux avec les témoins. Et j'ai même, dans la mesure du possible, suivi les témoins après le plus longtemps possible. Je vous raconterai quelque chose tout à l'heure. Ce qu'on ne fait jamais, pratiquement. Or, c'est important de voir comment ça a évolué, comment ce choc, c'est souvent vécu comme un choc, comment ce choc a pu éventuellement transformer la vie de cette personne, comment il a évolué sur un plan de considération existentielle, tout simplement, de la vie. Je trouve ça important. Donc voilà, on va passer par là, et puis vous verrez que dans cette boucle qu'on va opérer à partir du terrain, donc ça rentrera en corrélation avec pas mal de choses que Philippe vous a dit ce matin. Vous allez voir aussi que souvent, ces cas sont très éloignés des représentations populaires. C'est surprenant. Il faut voir là les dégâts, entre guillemets, commis par Hollywood dans cette histoire. Philippe parlait de rencontres rapprochées du troisième type dans le film de Spielberg. Mais, en tout cas en France ou en Europe, c'est rarement comme ça que ça se passe. Donc, ça va peut-être vous étonner ce que vous allez entendre. Je voudrais vous parler d'un premier cas que j'ai enquêté en 76, fin 76, parce que le fils d'un des trois témoins, sa mère était âgée et il a voulu que ce soit transmis avant son décès, en fait. Donc, il m'a contacté et j'ai été faire l'enquête. Cette dame est venue avec moi, là où ça s'était passé. On a refait tout ça. Alors, je vous le raconte tel qu'il s'est passé. On est à l'été 1951. Ça remonte donc, j'étais pas né, je suis né en 53. Ça remonte loin. Hein. Ça s'est passé à Beau-Soleil. Beau-Soleil, c'est à l'époque, c'est encore aujourd'hui une petite ville. On va dire que c'était une sorte de gros village qui est accolé à Monaco, dans les Alpes-Maritimes. Hein. Ce soir-là, donc c'était l'été, il faisait chaud, il faisait jour tard. Vers un peu avant 21h, les trois témoins descendent par une rue qui s'appelle la rue des Martyrs à une place qui s'appelle également la rue des Martyrs pour assister à une représentation de théâtre. Parce qu'à l'époque, les municipalités faisaient venir des itinérants qui jouaient en public des pièces de théâtre sur les places. Alors ils arrivaient, ils mettaient les bancs, ils mettaient une espèce de drap au-dessus pour cacher du soleil. Bon. Et ils jouaient une pièce de théâtre pour ceux qui voulaient venir. C'était ouvert, c'était comme ça. Donc la rue était un peu en pente, ces trois-là étaient en retard, ils descendent. Alors il y avait cette dame, son mari qui avait 40 ans, son mari, électricien, et un ami policier. Ils étaient un peu en retard, ils se pressent, et ils étaient presque arrivés sur la place, ils entendaient déjà les déclamations des comédiens. La pièce, c'était une pièce de Victor Hugo, Lucrèce Borgia. En arrivant sur la place, ils voient donc tous les gens assis sur les bancs, sur la gauche, et puis ils aperçoivent quelque chose de bizarre. Alors, ils ont cru d'abord que c'était une sorte de ballon. Il y avait un objet, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, qui était à peu près 6 mètres de haut, et qui était de forme ovoïde, d'un œuf, entièrement transparent. C'est pour ça qu'ils ont pensé à un ballon. Donc, ils se sont approchés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils s'approchent, silence absolu, à part les déclamations des comédiens. Ils s'approchent. Arrivés à 15 mètres, ils s'aperçoivent que cet objet était légèrement incliné comme ça, et qu'à l'avant, sur une espèce de siège, il y avait un personnage assez petit qui regardait apparemment la pièce de théâtre jouée. Enfin, en tout cas, comme s'il était curieux, il était penché vers l'avant, il avait une combinaison moulante assez claire, qui lui a semblé être une barbe, mais elle n'est pas sûre. Et tout d'un coup, elle a vu une silhouette bouger à côté, donc ils étaient deux. Et ils se sont approchés encore plus près. Arrivés à une dizaine de mètres, ils se sont rendus compte que c'était pas un ballon. Des hélicoptères, on ne savait pas ce que c'était à l'époque. Je me suis renseigné, il y avait 2-3 prototypes en France extrêmement bruyants. En aucun cas, parce que je vais poser la question tout de suite, évidemment, en aucun cas ça ne pouvait être ça. D'ailleurs, le bruit que ça aurait fait aurait empêché toute la pièce, enfin tout ça aurait été... Bon.
Et donc, ils sont restés face à ce truc-là. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. L'observation a dû durer moins d'1 minute. Et tout d'un coup, ils se sont mis à hurler pour appeler les gens. Ah oui, une chose importante, l'intérieur, il faisait parfaitement jour, donc on devait être vers le mois de juillet, je pense. 21h. L'intérieur de l'objet leur a semblé légèrement plus lumineux que la luminosité extérieure, si vous voulez. Donc ils ont hurlé pour appeler l'attention des gens. À ce moment-là, l'objet, en une fraction de seconde, il a émis un petit sifflement et il est parti sans aucune accélération. Hein. Il est parti très très vite. Ils l'ont encore vu derrière une maison qui passait derrière et plus rien. Les gens se sont retournés, ils se sont fait traiter de tous les noms parce qu'ils avaient perturbé la représentation. Et c'est resté comme ça. Et toute leur vie, ces trois-là, quand j'ai enquêté, donc elle était veuve, son mari était mort, et puis le policier n'était plus là non plus, il était décédé. Donc, toute leur vie, ils en ont discuté entre eux, en essayant de trouver une raison, de trouver qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'ils ont pu voir, qu'est-ce qui avait pu partir comme ça aussi vite, avec une telle... À aucun moment, ils n'ont vu le moindre système de propulsion dans l'objet. On a affaire à un objet ovoïde, totalement transparent, sans système de propulsion. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Alors, je suis allé avec elle donc sur la fameuse place des Martyrs, on a tout resitué, et j'ai fait une enquête qui est parue dans un numéro de Lumière dans la nuit, 1975 je crois, à l'époque. Je vais vous confier un petit truc quand on s'intéresse à ces choses-là. Quand vous avez un cas comme ça qui est relativement bien raconté, où vous pensez avoir recueilli le maximum de détails, il faut toujours se poser et regarder 5 ans en amont et 5 ans en aval. Parce que l'expérience nous montre que vous avez de fortes chances de trouver, non pas le même cas, ça c'est vraiment des exceptions qui confirment la règle, mais vous avez une forte probabilité de trouver un cas où des éléments qui sont ressortis vont se retrouver dans ce cas-là. J'ai cherché, alors des objets ovoïdes, il y en a beaucoup, hein, entièrement transparents, c'est déjà plus rare. Vous avez souvent des sphères entièrement transparentes avec des silhouettes vues dedans la nuit. Ça existe, c'est assez fréquent. Mais un tel cas, non. Et puis l'année dernière, c'est tout récent, suite à des échanges avec des amis italiens, je tombe sur un cas italien, 1947, Bordano, un petit village du nord de l'Italie. Le témoin, 15 ans à l'époque, a vu le même objet. Il l'a vu arriver de face, il a d'abord pensé que c'était une sphère, et puis l'objet a tourné, il s'est rendu compte que c'était un objet ovoïde. Il l'a beaucoup mieux observé apparemment que les témoins de Beau Soleil, parce qu'il a pu voir les deux êtres dessus, qui activaient des choses. Et dessous, il a dit, il y avait une espèce de... comme un plancher avec ce qu'il a décrit comme étant des fils, des espèces de câblages, voilà, des sortes de fils électriques. Et l'objet était également plus clair à l'intérieur, il a dit que c'était un beau rose à l'intérieur, c'est à la même heure, à 21h. Et l'avantage sur Beau Soleil, c'est qu'il l'a vu disparaître, cet objet, il a vu comment il disparaissait. L'objet a pris de la vitesse, il y a un halo qui s'est formé autour de lui, et tout d'un coup, ça a littéralement explosé. Et il n'y a plus rien eu. Donc il a vu l'objet disparaître, ce qui n'est pas le cas des gens de Beau Soleil. Voilà ce premier cas. Alors, à travers ce premier cas, vous avez... Alors, on ne peut pas le voir sur un cas, bien sûr. Il n'y a que si vous avez en mémoire plusieurs centaines de cas, que vous savez ça. Vous avez plusieurs caractéristiques qui devraient normalement vous sauter aux yeux. Premièrement, qu'est-ce que c'est que cet objet? Qu'est-ce que c'est que... Parce que le problème, c'est qu'on plaque immédiatement sur ce qu'on ne comprend pas, on plaque des grilles d'analyse. Et la grille d'analyse principale, c'est que ce sont des visiteurs extraterrestres, et c'est comme ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Mais alors, quel est cet objet? Où est le système de propulsion? Où sont les lois aérodynamiques? Tout ceci est absurde, il faut bien le dire. C'est totalement absurde, pris comme ça, d'emblée, en plaquant cette grille d'analyse au premier degré, c'est totalement absurde. Vous avez également la fin qui est intéressante, parce que, à peine hostile le ton pour appeler l'attention des spectateurs, l'objet démarre instantanément. Donc, ça veut dire que, si on est un peu logique, ce phénomène peut se produire en plein milieu d'une ville, même en plein milieu de la foule, finalement.
Et tout se passe comme si il s'était produit à l'intention des trois qui descendaient et qui pouvaient le regarder. Et dès qu'il y a eu une rupture dans le scénario, ça a dégagé instantanément. Ces éléments que tout le monde peut déduire, c'est pas. Vous voyez, si vous faites l'effort mentalement de mettre de côté le premier degré d'interprétation qui est absurde, et vous basculez sur un deuxième degré qui est le côté symbolique de cet appareil, finalement, entre guillemets. Si on a un peu de culture, l'œuf, la forme ovoïde, l'œuf, c'est très 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 ancien dans notre culture. Ça remonte même à Platon. On a les premiers écrits de Platon en parle de ça, pour autre chose, mais il en parle. Le Moyen-Âge en parle beaucoup. C'est un symbole très puissant. Henri d'Ontonville, qui est un des meilleurs folkloristes français au début du XXe siècle, a écrit un livre sur le folklore français. Il a consacré 47 pages, je crois, au symbolisme de l'œuf transparent. Les alchimistes l'ont beaucoup utilisé. Et puis, on est en Belgique. Je pense que tous vous savez qui est Jérôme Bosch, le peintre Jérôme Bosch. Allez au Prado du musée de Madrid, le Prado, et vous y verrez le fameux triptyque de l'enfer, du paradis, etc. Et vous trouverez des formes comme ça, y compris dans l'enfer, sauf que dans l'enfer, la forme a été brisée. Elle a été fossilisée, brisée, et on se livre à certaines activités dedans. Mais au paradis, par exemple, vous avez beaucoup d'êtres qui sont à l'intérieur d'objets de ce type-là. Donc en fait, je la fais courte, l'œuf alchimique transparent, qui peut être aussi d'un point de vue alchimique un athanor, c'est tout simplement une vision symbolisée de l'univers. C'est une matrice, en fait. Bon, c'est un cas parmi tant d'autres. Un cas ne veut rien dire. Je voudrais maintenant vous parler d'un deuxième cas qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui m'a touché de très près. Alors celui-là, je ne l'ai pas révélé, mais il se trouve que j'en ai été très près pour certaines raisons. Alors ce cas s'est déroulé, là on a la date précise, il s'est déroulé le 18 août, c'était un dimanche soir, 1975, toujours dans les Alpes-Maritimes. Ce cas est connu d'ailleurs sous le nom cas des hameaux du Soleil ou cas de la Colle-sur-Loup. Pourquoi ? Parce qu'il s'est déroulé à 1,5 km à peu près de la Colle-sur-Loup. La Colle-sur-Loup, c'est un petit village dans l'ARPI niçois au-dessus de Cannes-sur-Mer. Il est à côté de Saint-Paul-de-Vence, qui est beaucoup plus connu. C'est une zone extrêmement boisée, qui était très recherchée, qui est encore par le nombre de célébrités qui ont fait construire des villas. Kurt Jürgens, notamment, pour ceux qui ont connu cet acteur dans les années 70, s'était fait construire sa villa à la Colle-sur-Loup. Donc il y a une petite route, une départementale, la 6, qui va de Cannes-sur-Mer à la Colle-sur-Loup. Il faut, avant que je vous parle du cas, il faut que je vous trace un portrait de la topographie des lieux. Il y avait à l'époque, alors c'est une zone très sauvage, très, très boisée, il y avait à l'époque un espèce de terre-plein qui venait d'être acheté par un promoteur et qui allait y construire des résidences de luxe qui allaient s'appeler les hameaux du Soleil. C'est pour ça que le cas est connu sous ce nom-là. Mais rien n'était fait encore à ce moment-là. Donc il y avait ce terre-plein et les jeunes avaient l'habitude le soir de s'y retrouver parce qu'ils étaient tranquilles en fait. Alors il y avait des filles, des garçons, des motos, des voitures, surtout les fins de semaine. Après ce terre-plein, il y a un tout petit dénivelé. Il y a eu 20-30 mètres avec un petit ruisseau qui passe, et puis on rentrait dans la forêt. Sauf que cette forêt, il y avait un écran d'arbres comme ça, et passé cet écran d'arbres, il y avait une grande clairière qui était là tout de suite. Cette clairière devait faire à peu près 30 mètres de diamètre. Alors, ce cas a eu 2 témoins principaux. Ces 2 personnes se sont retrouvées face à ce phénomène, mais il y a eu 15 témoins adjacents. Ont été concernés 2 jeunes, dont l'un était un dessinateur professionnel un peu plus âgé qui descendait de la région parisienne. Il était descendu en voiture sur la côte pour faire la fête, mais comme ils n'avaient pas d'argent, lui il était venu avec sa tente 2 places et il avait cherché un endroit pour éviter l'hôtel et il avait trouvé cet endroit, cette clairière dissimulée derrière et il avait planté sa tente là. Il a rencontré en boîte de nuit
un autre jeune, qui s'appelait Bernard. Je n'ai jamais donné son nom, je vous dirai pourquoi après. Qui aussi était descendu, lui habitait Vence, où c'était un professeur de tennis, il avait 18 ans, il était extrêmement brillant, un très très grand sportif, il l'est resté d'ailleurs, et il était allé lui aussi faire la fête, ils se sont rencontrés 2-3 soirs avant en boîte de nuit, et ils sont devenus amis, il y avait toute une bande, hein. Et ce soir-là, ils étaient encore en boîte de nuit. Je précise que Bernard n'a jamais touché une cigarette ou une goutte d'alcool de sa vie. En tant que grand sportif, il n'avait pas intérêt à ça parce que c'était aussi son métier à l'époque. Il donnait des cours de tennis parce que son père était très connu avant, il avait 3 cours de tennis. Donc, ils sont rentrés vers 2h30 du matin. Lui était avec une moto, une 125. Ils sont rentrés, toute la bande, ils étaient 17. Ils sont rentrés sur la route en remontant l'intérieur du pays et ils sont arrivés au fameux endroit, le fameux terrain vague là. Et puis Bernard était vraiment crevé et donc Patrice, son copain de Paris, lui dit mais écoute, tu vas pas remonter avant à cette heure-là, écoute, il y a 2 places dans la tente, viens dormir avec moi. Donc à 2h30, ils laissent leur copain sur le fameux terre-plein, ils descendent, ils passent et ils vont dans la tente. Bernard avait du mal à dormir. L'autre s'est endormi, Patrice s'est endormi tout de suite, Bernard avait du mal à dormir, et bon, ils ont fermé et il a tenté de trouver le sommeil. Je reviens sur le terre-plein. Les 15 qui restaient là, tout d'un coup, il faisait chaud, il faisait beau, on était pratiquement à la pleine lune. La pleine lune, c'était 2-3 jours plus tard. Ils voient arriver, alors certains ont dit c'est un nuage, d'autres ont dit c'est un objet, parce que c'était parfaitement net. C'est pas comme un nuage. Ils ont vu arriver, pas vite, cet objet noir que l'on voyait parfaitement parce qu'il y avait la lune derrière, donc il apparaissait en ombre chinoise. Il est venu tout doucement, comme ça, et puis il s'est arrêté pile derrière le rideau d'arbre, au-dessus de la clairière. Et puis au bout d'un moment, ils ont vu descendre, alors certains ont parlé d'un tube, d'autres d'un gros tuyau, d'autres ont parlé d'une trombe, enfin quelque chose en tout cas qui était un peu torsadé, comme ça, mais qui était quand même assez solide, assez matériel. Et ça a disparu derrière les arbres. Visiblement, c'est descendu vers la clairière. À ce moment-là, dans la clairière, Bernard se sentait mal. C'est quelqu'un d'assez sensible. Ce qui est amusant parce que vous allez voir la suite. Il a ouvert, il a dit j'en peux plus là-dedans, il fait trop chaud, je sors. Il est sorti. Et il s'est retrouvé face à quelque chose. Alors, à l'orée, mais de l'autre côté de la clairière, il y avait 4 formes qu'il a appelé, faute de mieux, des portes de frigidaire. Elles faisaient à peu près 2 mètres de haut, hein, on est à peu près là, sur 1 mètre, donc c'était des choses comme ça. Lumineuses mais pas aveuglantes, comme éclairées de l'intérieur, et qui étaient en quinconce, c'est-à-dire les 2 centrales étaient un peu plus avancées, les 2 externes un peu plus reculées. Et ces choses-là étaient face à lui, il était donc à une vingtaine de mètres. Il regarde ça, il commence à avoir vraiment peur. Bon, il fait demi-tour et il va tirer son copain et le réveille. Il lui dit mais viens voir, regarde, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Alors ils ont regardé ça, tous les deux, ça bougeait pas, il y avait un silence de mort. Et puis, tout d'un coup, Bernard a vu s'allumer, à peu près à cette hauteur-là, hein, il a vu s'allumer ce qu'il a appelé des yeux. C'est-à-dire, en fait, il a vu deux yeux, 2 cercles plus lumineux que la luminosité des portes. Et ces trucs-là ont commencé à balayer le terrain comme ça, mais de manière synchronisée, si vous voulez, tous ensemble. Et quand il a été touché par les yeux, il m'a dit, mais j'ai ressenti c'est même pas de la peur, c'est quelque chose qui est indescriptible. C'est comme si j'avais été fouillé des pieds à la tête par ce qui est arrivé. Et après ce coup-là, tout d'un coup, les trucs ont commencé à avancer vers eux. On entendait, c'était le silence, mais on entendait le bruit des herbes foulées, parce qu'il y avait de l'herbe. Alors, vous imaginez l'état de panique, ils ont même pas discuté, hein. Chacun a fait le tour de la tente, ils ont fichu le camp à travers le rideau d'arbre, ils ont traversé comme des fous, hop, et ils sont remontés sur le terrain vague. Et ils ont alerté les autres, et les autres avaient vu effectivement qu'il y avait des espèces de lumières qui bougeaient sur les cimes des arbres étaient à près de 30 mètres. Ils avaient vu des lumières bouger. Et ils sont arrivés complètement paniqués. Il y en a ils ont raconté ce qui s'était passé. Il y en a qui ont eu peur. Ils ont essayé de démarrer les voitures démarraient plus.
Donc il y a eu un gros moment de panique. Après, ça s'est calmé et tout le monde est resté là à regarder. Finalement, ils sont restés là 2 heures finalement sur le terre-plein à regarder. Et au bout d'un moment, ils ont vu le fameux tube qui rentrait. Et puis l'objet est reparti, enfin l'objet ou le nuage est reparti comme il était venu, tranquillement, hein, pas lentement, et a disparu. Le petit matin arrivé, il y en a un qui a pris sur lui de trouver à l'époque les téléphones portables n'existaient pas, il a trouvé une cabine et il a appelé la gendarmerie. À 8h, même avant, à 7h30 du matin, les gendarmes étaient là. Alors, certains étaient partis, ils ont pu auditionner les 2 témoins, bien sûr, principaux, plus 7 personnes qui étaient restées sur le terre-plein. Donc c'est dans les archives de la gendarmerie, il y a une enquête très sérieuse qui a été faite, et ils ont trouvé des traces. La cime des arbres était complètement desséchée, on ne sait pas pourquoi, et ils ont trouvé de l'herbe foulée, bien sûr, et ils ont trouvé une espèce comment dire, vous avez peut-être entendu parler des cheveux d'ange. C'est cette substance blanche qui s'évapore très vite. Ils ont trouvé un grand cercle comme ça de substance blanche et dès que le soleil est apparu, ça a disparu. Mais il me semble qu'ils ont fait une photo quand même. Ils ont eu le temps. Voilà, en gros, je viens de vous résumer l'histoire des hameaux du soleil. Moi, j'ai rencontré quelques mois plus tard Bernard, qui m'a reçu avant. Il était encore terrorisé par ce qui venait de se passer. Je n'ai jamais réussi à le traîner 2 jours pour faire une reconstitution sur place. Même 2 jours, hein. Jamais. Il était complètement paniqué à cette idée-là. Et 2 ans plus tard, grâce à mon ami Alain Gamard, je suis monté à Paris, il m'avait retrouvé le témoin, le 2e témoin, Patrice, qui travaillait, il nous a reçus sur son lieu de travail, il a confirmé à 100% tout le témoignage. Donc j'ai fait une contre-enquête, en fait, sur ce cas-là. Il faut savoir que Bernard, par la suite, est devenu policier, commissaire, ensuite commissaire à la DST, Défense et Sécurité du Territoire, et dans les 10 dernières années, il dirigeait un service très important dans la sécurité nationale. C'est pour ça que je n'ai jamais donné son nom, je donne jamais le nom des témoins de toute façon. Donc j'en parlais très peu de cette histoire-là. Bernard est toujours un ami. Je l'avais au téléphone il y a 3 jours. Il m'a raconté des choses, on discute beaucoup de choses entre nous. Donc son témoignage n'a jamais varié. Hein. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, et puis c'est tout. Donc quand je vous dis que je vous raconte des choses dont je suis raisonnablement sûr, je veux dire par là que ça ne vient pas d'un bouquin, d'un dossier, d'une revue. C'est des choses que j'ai vécues, je connais les témoins, je sais ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Vous voyez encore ce cas, comment voulez-vous interpréter un cas pareil? Qu'est-ce que c'est que ça? Des robots? Bizarre pour des robots quand même. Enfin, bon, ce cas est absurde, et d'une absurdité totale. Mais c'est rien à côté du 3e cas que je vais vous raconter, parce que là, vraiment, celui-là, c'est peut-être le cas le plus impressionnant que j'ai, enfin, qui m'a le plus touché moi. Quelques mois plus tard, après avoir vu Bernard, je reçois un renseignement de quelqu'un qui me dit, mais il y a quelqu'un, un policier, encore une fois, il était en train de passer commissaire en plus, qui a fait une expérience, qui a vu quelque chose, mais il ne veut pas en parler pour sa carrière, ce qui est normal, mais il veut bien te recevoir. Et me voilà parti un soir, invité par ce monsieur, qui habitait aussi dans la RPI, dont j'ai été reçu très gentiment par lui, par sa femme, par ses 2 filles, et ils m'ont invité à dîner, carrément, pour qu'il me raconte ce qui était arrivé 2 ans avant. Oui, on était en 78, le cas s'est passé en 76. Alors, avant que je vous raconte le cas, là encore, il va falloir que je trace un petit portrait de ce monsieur, donc qui était commissaire de police. Sa femme a beaucoup parlé aussi, et elle m'a dit, mais j'ai un mari, il est fou, il est complètement inconscient. Il est courageux, mais il est inconscient. Il a fait la guerre d'Algérie, mais ce fou, il a chargé sous les balles. Sans être touché, c'est la chance des inconscients. Il a fait preuve toute sa vie d'un courage, mais extraordinaire. Alors, et lui se marrait, il était là à côté, un petit bonhomme, il rigolait. Alors, on a donc affaire à quelqu'un qui est un commissaire de police, qui est un policier inspecteur avant, qui sait ce que c'est qu'une filature, qui connaît la chanson, qui était chasseur, un chasseur par passion, et donc qui avait un passé militaire,
et surtout qui avait toujours fait preuve d'un courage frisant l'inconscience, courage hors norme. C'est pas souvent qu'on raconte des individus de ce calibre-là. Et ce monsieur, pratiquant la chasse, avait acquis dans le Haut-Var, donc à peu près 70 km de sa maison, un cabanon qu'il utilisait justement en période de chasse ouverte pour chasser, et quand la chasse n'était pas ouverte, il y allait généralement pour se reposer de la tension de son travail. Ce cabanon était alors totalement isolé dans un bois qui s'appelle le bois des Pranes, et qui se situe dans le Haut-Var, sur la départementale 51, c'est la route Ampus, Château-Double. Peut-être vous avez entendu parler de ces petits villages perchés dans le Haut-Var. C'est un endroit qui est magnifique, mais qui est extrêmement désert. L'exode rural a joué aussi, l'endroit est vraiment désert. Beaucoup de forêts. Donc, ce soir-là, il était parti le vendredi, il était arrivé dans son cabanon, relaxation complète, pas d'électricité, donc il était aux chandelles. Il avait juste apporté un transistor, comme on disait à l'époque, à pile, et il écoutait un peu de musique. Il n'avait pas ses armes avec lui, puisque la chasse n'était pas ouverte. On est le 27 août 76, si je me souviens bien. On est encore à une période de pleine lune, ce qui m'a permis d'ailleurs de retrouver la date exacte, parce que lui savait que c'était vers la fin août, mais il se souvenait plus de la date. Donc, il est là, il est 11h30, 23h30 donc, et puis il lit, il bouquine à la lueur de sa chandelle. Et tout d'un coup, il entend un hurlement, mais alors un cri comme il n'a jamais entendu de sa vie, un hurlement mais déchirant. Il pose tout de suite, il éteint la chandelle, il coupe le transistor qui d'ailleurs avait des problèmes, il marchait mal, et il attend, il ne bouge pas. 20-30 secondes se passent, deuxième hurlement tout aussi déchirant. Ce coup-ci, il se lève, il ouvre la porte en bois et il regarde dehors. Il est à l'orée de le cabanon est quasiment dans la forêt, il est à l'orée de la forêt. Et il a vu assez vite parce que justement il y avait la pleine lune. Donc il y avait quand même un peu de luminosité. Et qu'est-ce qu'il voit ? À une quarantaine de mètres de lui, 3 personnages, petits, 1m10, ça fait quelque chose comme ça, qui était en rang, enfin, de face à lui. Alors il n'a pas pu bien, il n'a pas à cette distance et dans cette demi-obscurité, il n'a pas vraiment distingué les traits, si vous voulez. Mais il a vu que ces êtres avaient des jambes un peu arquées, des bras très longs. Et dès qu'il les a observés comme ça, qu'il les a vus, ils ont fait demi-tour de manière totalement synchronisée. Les deux qui étaient aux extrémités ont pris celui du milieu, comme ça, par le bras. Et tout ce petit monde est reparti dans la profondeur de la forêt, en tenant celui qui était au milieu et qui visiblement avait du mal, était blessé. Le groupe ne marchait pas normalement non plus, il dandinait. Il m'a dit ça dandinait. C'était très très bizarre comme démarche. Et il voit ces êtres disparaître dans la forêt. Il est totalement seul dans cette immensité. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait ? Je me suis toujours posé la question. Je ne suis pas spécialement peureux. Mais peut-être que j'aurais fermé la porte à tout. Bon, non, pas du tout. Il a pris un bâton qui avait à côté de la porte. Il a fermé. Le flic est remonté. Chassé naturel, il revient au galop. Et il a commencé la traque. Il est parti seul dans la forêt, il les a traqués, il les a pistés, il les a filés pendant 1h30 dans la forêt sans savoir où il était, toujours en se maintenant à 30-40 mètres de distance. Alors des fois il les perdait, des fois il les retrouvait, parce que parfois il passait par une sorte de clairière, donc il les voyait. Voilà. Et pendant 1h30, évidemment, le ciboulot travaille. Lui, ces histoires d'ovnis, il n'était pas question de quoi que ce soit, bon, évidemment. Et puis là, il s'est dit quand même, il y a peut-être quelque chose derrière ça, je suis en train de vivre un événement exceptionnel. Il a pu quand même enregistrer quelques détails supplémentaires. Et il pense qu'ils avaient une espèce soit de combinaison, soit de carapace, il m'a dit, peut-être en cuir. Il lui a semblé qu'il y avait des poils
Alors j'ai dit, mais vous êtes sûr que c'était pas des singes ou des... Non, c'était pas ça. Ils avaient des oreilles un peu pointues, des petits diables, quoi. Et alors, oui, autre détail, alors les êtres des côtés tenaient donc celui du milieu, mais de l'autre main, ils avaient un espèce de petit bâton comme ça, recourbé, comme un parapluie dont on aurait enlevé le parapluie finalement, comme un manche de parapluie. Chacun des deux avait ça. Donc, au bout d'1h30, le ciboulot travaillant, il s'est dit, bon, on va jamais me croire, il faut que je fasse quelque chose, on va jamais me croire. Et à ce moment-là, les êtres sont arrivés près d'une vieille ferme en pierre, ruinée, totalement abandonnée. Et c'est important parce que ça lui a permis de retrouver après l'endroit exact. Et passé cette ferme, il les a pistés encore pendant quelques minutes et ils sont arrivés dans une grande clairière. Et dans cette grande clairière, on y voyait toujours, grâce à la lune à peu près, il voit tout d'un coup un objet posé au fond de la clairière. Alors cet objet, il a cru tout d'abord que c'était une espèce de camionnette ou de camping-car, parce que cet objet était totalement rectangulaire, net. Il y avait juste une antenne qui dépassait sur le côté droit en haut, une sorte d'antenne qui penchait comme ça. Et apparemment, pour ce qu'il a pu en voir, cet objet ne touchait pas le sol. C'est-à-dire que d'après lui, il n'a rien vu dessous, et l'objet était à un peu moins d'1 mètre du sol. Voilà. Et les êtres se sont dirigés vers l'objet, évidemment. Et alors c'est là que ça devient... il se dit, mais on va jamais me croire. Je ne pourrais même pas raconter ça à mes collègues. D'ailleurs, il n'a jamais raconté ça à ses collègues. Il faut absolument que j'en capture un, ou au minimum, que j'arrive à leur voler un des bâtons recourbés qu'ils ont au bout pour avoir une preuve. Et voici mon témoin qui commence à accélérer d'un coup pour combler la distance, les 40 mètres. Il part comme un fou, il se met à courir pour combler la distance et puis on chopait, quoi. À ce moment-là, les êtres étaient arrivés pratiquement vers l'objet comme ça et ils ont commencé à le contourner pour passer derrière. Lui n'était plus qu'à une dizaine de mètres, il était quasiment sur zone, sur cible, comme on dit à l'armée. Et à ce moment-là, évidemment, ça manquait dans tout le témoignage jusqu'à présent. Il y a eu un éclair dans la forêt, dans la clairière absolument inouï. Et lui s'est retrouvé totalement vidé de ses forces et il est tombé. Après, certains ont repris le témoignage, d'après ce que j'avais écrit, ils ont un peu raconté n'importe quoi. Il n'est pas tombé en arrière. Il est tombé, il n'a pas pu faire autrement que de tomber sur le côté, comme ça. Et il était complètement groggy, sonné. Et il n'est pas capable non plus de dire combien de temps exactement il est resté au sol. Pour lui, peut-être 30 secondes, le temps qu'il récupère, mais il aurait pu tout aussi bien rester une demi-heure, il ne sait pas. Ça, il est incapable de le dire. Il n'était plus dans son état normal à ce moment-là. Quand il a pu enfin se relever, il est vite allé à l'endroit, il n'y avait plus rien. Donc voilà notre bonhomme à 1h du matin, passé en plein milieu de la forêt, d'une forêt qui est gigantesque, sans savoir vraiment où il est. Donc il a dit, maintenant, faut rentrer, quoi. Alors un peu choqué, il a commencé à chercher, il n'a pas trouvé, évidemment, il s'est perdu. Et c'est au petit matin, quand il commençait à faire jour, que par hasard, il a recoupé la départementale 51, et là, il a pu se repérer. Donc il a remonté toute la route jusqu'à son cabanon, il est rentré dans la forêt, il a retrouvé son cabanon, il s'est fait un café au camping-gaz, tac, tac, il avait une migraine épouvantable, et puis il était là, évidemment, ça tournait très fort dans sa tête, il s'est dit, mais... Pas possible, il faut que je retrouve l'endroit. Vers 10h du matin, hop, il repart dans la forêt en essayant de se souvenir de l'endroit. Et finalement, vers midi, il a retrouvé l'endroit grâce à la fameuse petite ferme abandonnée. Et il a minutieusement inspecté l'endroit. Il n'y avait aucune trace. Il faut dire qu'en cette saison, dans la région PACA, généralement l'été il pleut pas. La garrigue, parce que dans la clairière c'était de la garrigue. La garrigue, le sol c'est comme du fer. Bon. Donc il n'y avait absolument aucune trace. Donc du coup, il est rentré dans son cabanon et l'affaire du bois des Pranes s'est terminée comme ça. Et il a consenti à m'en parler à l'époque. Il me dit, je vous en parle à vous parce que je sais que vous vous intéressez au sujet, donc vous devez avoir l'habitude d'entendre des récits un peu fous, mais je n'en parlerai jamais parce que je passerai pour un fou. C'est une histoire de fou. De toute façon, ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé et je veux même plus en parler parce que
Alors là encore, si vous regardez ce cas au premier degré, en plaquant dessus une grille d'analyse, les extraterrestres sont venus par là, très bien, il y en a un qui s'est blessé en marchant sur une pierre ou je sais pas quoi, et puis, bon, on peut voir les choses comme ça. Ça fait 70 ans que l'ufologie voit les choses comme ça. Mais maintenant, si vous basculez au second degré, il y a peut-être des choses qui vous ont interpellé dans ce témoignage. Je ne sais pas, non? Il n'y a rien qui vous choque un peu? Oui, oui. Et puis, on est quand même face à un chasseur qui rencontre 3 êtres qui ressemblent quand même à des espèces d'animaux, dont un est blessé, parce qu'un chasseur, ça tue des animaux. Pour moi, c'est une horreur, hein. Mais bon, pas pour eux. Donc, il voit un être qui est blessé là au milieu. Ensuite, il est policier. Il procède à une filature dans la forêt. Et puis, la fin de cette histoire, ça ressemble quand même beaucoup à une espèce d'opération aéroportée avec un commando qui réintègre. Vous voyez, il y a quelque chose. C'est difficile à verbaliser, je suis d'accord là-dessus. Mais on sent qu'il y a quelque chose là-dessous qui est en interaction avec le témoin. Toujours le bon réflexe du balayage. Hein. Un cas s'est produit 2 ans plus tard, à l'époque où je faisais l'enquête d'ailleurs, en 78 en Pologne, c'est le cas d'Émile Saint, un cas très différent, où des êtres un peu similaires ont été vus, mais le contexte est totalement différent, mais un objet identique, totalement rectangulaire, et flottant au-dessus du sol, mais un peu plus haut quand même, avait été vu, avec un espèce d'appareillage dessous... totalement surréaliste. Hein. En fait, si vous savez ce que c'était une vis sans fin d'Archimède. Ça c'était les 4 pieds qui étaient en l'air. Une sorte de fou, encore une fois. Hein. Mais on est effectivement dans un appareil totalement rectangulaire. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure pour le cas des Hameaux du Soleil, pour le cas de Bernard, j'ai fouillé aussi et j'ai là très vite retrouvé, 3 ans avant, s'était déroulé un cas à Saint-Jean-du-Gard, assez semblable. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un couple de campeurs, un couple d'enseignants. La femme est sortie dans la nuit et s'est trouvée face à une forme, c'était également rectangulaire, mais c'était plus haut. C'était plus étroit et plus haut. Comme ça. Et puis, c'était tout noir. Et dessus, il y avait une tête, entre guillemets, en forme d'œuf, avec 2 yeux. Et elle a dit elle a vu un objet qui était pareil, il y avait un parking, une espèce de terrain vague à côté. Elle a vu un œuf qui brillait très fortement, qui illuminait tout le parking. Et elle a dit, je n'ai jamais ressenti de ma vie une telle méchanceté, une telle malignité quand ses yeux m'ont fixé. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce qu'a ressenti Bernard au cas des Hameaux du Soleil. Là, c'était 3 ans avant. Vous voyez, toujours de l'intérêt de balayer large, parce que vous allez voir des éléments qui vont ressurgir à travers ces cas. Voilà 3 cas. Alors, ils ne correspondent sans doute pas à l'image propagée par Hollywood, hein, de l'OVNI bien métallique, ça existe aussi d'ailleurs, hein, mais qui se pose avec des petits gris, des êtres chauves avec de grands yeux. Ça existe aussi, surtout en pays anglo-saxons, plus qu'en France. Il y a quelques cas en France. Le fameux cas de Valençol s'inscrit un petit peu, hein, en 65, s'inscrit dans cette catégorie. Mais vous voyez que très 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 souvent, ce qu'on met dans rencontre rapprochée du 3e type, c'est pas du tout l'image que l'on a en tête. Ce sont des cas quand même très particuliers, d'où ressort souvent un espèce de lien psychique qui est malaisé à verbaliser, à définir, c'est entendu, mais on sent, c'est palpable, c'est là. Et effectivement, c'est une des caractéristiques du phénomène OVNI, qui est apparu dans les années 70-80, justement. C'est apparu comment ? C'est apparu par une étude qui a été effectuée par un auteur belge, d'ailleurs, en se fondant sur d'autres études effectuées aux États-Unis, sur 1000 cas de rencontres rapprochées du 3e type. Ils avaient trouvé, alors ils n'ont absolument pas compris pourquoi, ils ont trouvé qu'il y avait une corrélation entre la profession ou l'activité du témoin et son récit, et ce qu'il avait vécu.
l'auteur belge a tiré immédiatement les conclusions. À l'époque, il n'a pas été suivi. C'était une erreur. Parce qu'il avait, dans une certaine mesure, il avait dévié, mais il avait dévié assez juste, je pense. Il a dit, mais ça voudrait dire que les cas ne sont pas tout à fait ce qu'on croit, on ne doit pas les prendre au premier degré. Et il avait eu une interprétation de nature sémiologique, c'est-à-dire il avait dit, on est dans un problème de signifiant-signifié. On nous signifie quelque chose, c'est comme une forme de langage, de message, et le cas devient le signifiant, c'est-à-dire l'outil qui permet de transmettre ça. En gros, c'est ce qu'il avait dit. Il n'a pas été écouté. C'est une erreur. Parce que c'était pas mal vu. Pas mal vu. Je vais essayer, avant d'aborder cette problématique des rencontres du troisième type, qui est très très compliquée, de vous donner quand même quelques éléments là-dessus. D'abord, ce sont des cas relativement rares. Des fois, il y en a qui viennent me trouver, dire « Ah, je voudrais enquêter sur ces cas ». Je dis « Mais vous imaginez quoi ? Qu'à tous les coins de rue, enfin à tous les coins de bois, vous trouvez un cas comme ça, ou qu'il vous suffit d'aller au volant d'une voiture dans une route déserte de montagne pour tomber sur une histoire comme ça ? Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des cas rares. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, on en a recensé 330 à peu près, sur 70 ans. Sur 330 cas, beaucoup ne sont pas enquêtés, et puis il y a un brouillage humain, comme toujours, qui est assez fort, donc il faut en virer au moins la moitié. Donc on va dire qu'il reste 150 cas. On sait aussi par ailleurs qu'un cas sur 10 seulement parvient à notre connaissance, parce que les témoins ne parlent pas. Donc ça fait 1500, ça ferait, j'emploie le conditionnel, ça ferait 1500 cas sur 70 ans pour une population qui dépasse les 60 millions aujourd'hui. Tirez la conclusion par vous-même, c'est infinitésimal. Donc ces cas sont bel et bien rares. Première chose. Deuxièmement, il faut tordre le cou à un autre préjugé. J'entends souvent dire « Ah, mais de toute façon, ça concerne toujours des témoins uniques, des témoins seuls dans leur coin. » Sous-entendu, il s'agit d'hallucinations. Eh bien, c'est une erreur. Les statistiques sont à peu près les mêmes pour tous les pays. Il y a un bon tiers, parfois plus, de cas à témoins multiples. Multiples, ça veut dire de 2 à X. D'ailleurs, dans les 3 cas que je vous ai présentés un peu au hasard, vous avez 3 témoins, 2 témoins, 1 témoin. Vous voyez. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, parce que l'hallucination, ça, on peut toujours se réclamer de ça si le témoin est seul, bien entendu. Un sceptique vous dira toujours, bah, il a halluciné. Ok. Mais 2, 3 témoins, ça devient plus difficile. L'hallucination collective en psychologie ne repose pas vraiment sur des bases scientifiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, et là je recoupe évidemment, d'ailleurs tout ce que je vous dis recoupe ce que vous a dit Philippe Solal ce matin, à peu près, entre 15, là ça varie un peu plus selon les pays, entre 15 et 25% de ces cas laissent des traces physiques, des traces sur l'environnement. Là encore, c'est pas toujours ce que les gens pensent, parce que les gens, dès qu'on leur parle de traces, ils imaginent un grand cercle d'herbes brûlées avec des traces de patins, d'empreintes dedans. Alors c'est arrivé, mais c'est pas toujours ça. Vous voyez par exemple dans le cas des Hameaux du Soleil, on avait ce cercle qui s'est sublimé dès le matin, et puis c'était fini, et puis là, la cime des arbres. Mais la cime des arbres, un sceptique vous dira, il avait fait chaud, et puis les arbres ont commencé à crever de chaleur. Il y a toujours une bonne explication, de toute façon. Donc, il y a quand même 15-20% de traces physiques. Donc on est face à quelque chose. Vous voyez un petit peu le dilemme, et c'est pour ça que Philippe a essayé de bien vous expliquer ce matin comment résoudre ce dilemme. On est face à un phénomène qui apparemment a une composante matérielle, et en même temps où il y a un lien psychique qui semble être établi avec le témoin. Alors disant cela, c'est un peu plus compliqué encore. Vous avez pas mal de cas où ce lien psychique est apparent. Vous avez beaucoup de cas où il n'est pas apparent du tout, parce que le cas est trop bref, parce que le témoin n'était pas assez près, parce que, voilà. Et vous avez beaucoup de cas qui relèvent de ce qu'on appelle le transpersonnel, c'est-à-dire que il n'est plus question de lien psychique vraiment visible, en tout cas, avec le témoin, mais comme à Beau Soleil, le cas se réfère
à une imprégnation culturelle au sens très large du terme, et quand ça arrive, le témoin vous raconte des choses, mais il n'en comprend absolument pas le sens. C'est-à-dire qu'il vous transmet son récit, et c'est vous, après, en décodant les choses, vous disiez, mais attends, ça, c'est connu dans notre culture, dans notre histoire, c'est connu cette histoire-là. Vous allez le chercher et vous trouvez. Cette particularité, donc, est apparue dans les années 75. Elle était tellement problématique que Philippe vous a dit ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les sceptiques se sont rués là-dessus, évidemment, parce que c'était le moyen pour eux de réduire, entre nous on parle de ça, hein. Un sceptique tente par tous les moyens de réduire le cas à une cause naturelle ou artificielle. La plupart du temps, le milieu scientifique d'abord réagit par un mépris absolu pour tout ça, ça c'est vrai, mais il a quand même mis en place un cadre général, il ne faut jamais l'oublier. Ce cadre, c'est un cadre fondé sur la confusion. On confuserait tous en permanence. Alors on voit des phénomènes naturels, artificiels, et on confuse. On les prend pour ce qu'ils ne sont pas. Ça, c'est l'explication. Si en plus on peut, dans les cas un peu rapprochés, témoins isolés, dire « Ah ben, il a halluciné, il a fantasmé, il a vécu un rêve éveillé », c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et quand ça suffit pas, c'est assez amusant parce que je les vois faire des fois, ils sont obligés d'inventer une histoire dans l'histoire pour expliquer l'histoire, si vous voulez. Et l'histoire qu'ils inventent des fois est encore plus absurde que l'histoire elle-même. Mais c'est sauf, ils ont réussi à réduire le cas, ils sont contents. Voilà, ça marche en gros comme ça. Hein. Maintenant, vous commencez à comprendre que ces cas sont extrêmement complexes. Ils sont très complexes, mais en même temps, quand vous prenez 1000 cas, par exemple, j'en ai pas 1000 en tête, hein, je dois en avoir peut-être un demi-millier quand même, sur toute la planète, parce que c'est à peu près la même chose sur toute la planète, vous vous apercevez qu'il y a une certaine structure de déroulement qui ressort. Sur un cas, sur 2 cas, sur 10 cas, vous pouvez ne pas le voir. Mais quand vous en prenez 100, 200, 300, et que vous voyez que c'est toujours un peu la même chose, vous vous dites là, il y a une structure dans le fond, il faut l'analyser quand même. Hein. Alors, cette structure, on peut la diviser d'une manière un peu pédagogique, si on veut, en 3 parties. Hein. Vous avez le début, où ce phénomène, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, tout se passe comme si le phénomène s'était produit par rapport aux 3 témoins qui descendaient à l'exclusion de la foule. Hein. Effectivement, tous les cas d'observation rapprochée, même quand ça n'en a pas l'air, sont de nature ostentatoire. Vous ne tombez pas sur un truc comme ça par hasard, comme par exemple vous vous baladez dans la rue, puis à un coin de rue, un ami que j'avais pas vu depuis 10 ans, vous lui serrez la main. C'est pas ça. Le phénomène se déploie selon des critères que lui seul connaît, et il est ostentatoire. C'est-à-dire qu'il attire votre attention. Il a 3 moyens pour ça. Le moyen le plus employé, c'est la lumière. Bon, là, ça apparaît pas trop dans les 3 témoignages, mais sur l'ensemble, c'est ça. C'est-à-dire que le phénomène est posé, par exemple, vous roulez, il est posé une nuit sur une route à 100 mètres, voilà, et vous seriez passé à côté sans faire attention, mais il y a un festival lumineux qui se déclenche et votre attention est attirée, donc vous allez voir ce que c'est. Donc ça c'est le plus répandu. Vous avez un deuxième moyen qui est tout bêtement le positionnement. Vous trouvez l'objet à côté de la route, à 2 mètres. Vous le trouvez, il est même arrivé qu'on le trouve sur la route, qui bouchait le passage de la voiture. C'est arrivé, très souvent même. Donc le positionnement préalable. Les gens arrivent, paf, ils tombent dessus, le phénomène est là. Donc hasard? Non, c'est pas un hasard. Ça vous était destiné. Et troisième élément moins répandu, mais quand même, c'est les sons. C'est le cas du bois des Prânes. Jamais ce témoin ne serait sorti s'il n'avait pas entendu ce double hurlement à 11h30 du soir. C'est le son. Et j'ai loupé dans ma vie, ça fait partie de mes frustrations, on va dire. J'ai loupé un cas qui s'est déroulé à peu près à la même époque, un peu avant. C'est un ami qui était libraire à qui il est venu parler. Il m'a appelé le temps que j'arrive, le témoin qui transpirait littéralement était parti et j'ai même pas su où ça s'était passé, qui c'était. Mais bon, j'ai les grosses lignes de l'histoire. C'est un peu le même truc. Le témoin était seul dans sa villa, dans un endroit désert. À un moment, il a entendu
une sorte de... Il a cru qu'il y avait un tremblement de terre, en fait. On est encore dans le son, là. Hein. Qu'est-ce que c'est ? Il est sorti et il a vu un objet posé au sol avec des êtres autour. Et il a eu vraiment peur. Alors, j'ai pas la description exacte de ces êtres, mais il a eu vraiment peur. Il avait un fusil chargé dans la maison. Il a couru, il l'a pris, et il les a épaulés. Et au moment de tirer, apparemment, l'arme a fait long feu et le fusil est tombé par terre. Il s'est retrouvé quasiment paralysé. Les êtres sont remontés dans l'objet qui est parti. C'est pas une nouveauté non plus. Hein. Ces cas-là sont arrivés en Italie dans les années 50. Il y a même un paysan qui s'est fait voler un clapier entier comme ça. Et quand il a retrouvé sa motricité, l'objet avait déjà décollé. Il a quand même réussi à envoyer 2 balles. Hein. 2 balles de fusil de chasse. Hein. Il a tiré dessus. Mais bon, à la distance, ça risquait rien. Voilà. Donc ces cas se sont produits. Vous voyez encore là, ce témoin que j'ai pas pu rencontrer a été attiré dehors par ce bruit, par cette vibration. Sinon, il serait jamais sorti. Et c'est toujours comme ça, toujours. Donc, ça peut 10 fois, 20 fois, 100 fois, d'accord, 500 fois, non. C'est pas un hasard, il y a ostentation du phénomène. On en vient maintenant à la partie centrale, qui est la partie prédominante. Et Philippe vous y a un petit peu initié ce matin. Quand on examine tout ça, pareil, hein, sur l'aspect quantitatif maintenant, vous voyez que c'est toujours à peu près la même chose. Et on va résumer ça avec 2-3 mots qui recouvrent des concepts en fait qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est le mot fantasmagorie. Hein, je rappelle que la fantasmagorie, c'est un spectacle. C'est bien, c'est un spectacle. C'est pas nécessairement une réalité, hein, c'est un spectacle qui est fantastique, qui est impossible, qui est absurde souvent. C'est une mise en scène, c'est un spectacle. Ensuite, il y a une teneur dans cette fantasmagorie, c'est la parodie. Très, très, très important. C'est peut-être le mot le plus important. Une parodie, c'est l'imitation grossière de quelque chose, d'un certain nombre d'éléments. On tend à caricaturer certains éléments pour mieux soit les ridiculiser, soit pour faire passer un message sous-jacent. Dans ce cas, l'aspect symbolique se révèle. Un symbole aussi, c'est un thème visuel, mais qui renvoie à quelque chose qui est caché, toujours. Il y a toujours une relation entre le visuel et quelque chose qui est caché. Ah, c'est un peu l'histoire du signifiant-signifiant, en fait. Tous ces cas s'apparentent à des parodies. Quand on fait la liste des activités des soi-disant humanoïdes, en fait, il y a deux sortes d'activités. Voilà. On peut dire qu'il y en a 3 en plaçant dans une catégorie les cas où on ne peut rien dire. C'est sûr que le témoin voit passer une boule dans sa propriété lumineuse avec 3 êtres trois êtres en forme d'ombre chinoise qui s'agitent dedans. Ce que vous pouvez dire de ça, il n'y a pas beaucoup d'informations, vous ne pouvez rien interpréter de ça. En revanche, quand on les voit autour s'activer, voilà, il y a 2 grands groupes. Le premier groupe, c'est la collecte d'échantillons. La plupart du temps, il s'agit de plantes. Il y a des cas, cela m'intéresse énormément, où il s'agit de minéraux. On les a même vus dans des mines. On a des témoignages où le témoin a vu des gens, l'OVNI était posé dans la carrière et il a vu les gens sortir avec des blocs de minéraux. Mais alors là, c'est un petit peu plus ambigu, c'est un petit peu plus flou. Peut-être que l'espèce animale est également concernée. Vous avez tous entendu parler des histoires aux États-Unis de mutilation de bétail et compagnie. Il faut savoir que des cas de rapt d'animaux, il y en a aussi en Europe. Alors, on n'a pas vraiment de mutilation de bétail, ou très peu. Il y a quelques cas en Corse. J'ai un ami qui est un ufologue corse, Gilles Cagnoni, qui me dit, oui, j'ai quelques cas comme ça. On enlevait des vaches aux paysans, il ne comprenait pas. Il a monté la garde avec le fusil. Et puis il a vu un objet apparaître, et puis il avait attaché la bête et tout, et puis quand tout s'est arrêté, la bête elle y était plus, et il n'y avait plus rien, et il n'a même pas pu tirer. Donc il y a un petit peu des cas, mais il y en a très très peu. Il y en a tellement peu que l'on peut dire il faut faire très attention avec ça. C'est pas sûr, c'est pas certain. Donc il y a cette collecte au sens large des échantillons sur l'environnement. Et puis la deuxième grande catégorie, c'est alors ce qu'on a appelé d'une certaine façon, mais c'est pas mal vu, c'est le coup de la panne. Très souvent, les êtres sont vus
sous l'objet, sur l'objet, c'est arrivé, il y a 2-3 très beaux cas italiens là-dessus. L'être paraît être occupé à réparer quelque chose, ou souvent il sort de dessous comme s'il avait bricolé dessous, ou tout simplement il tourne autour comme s'il faisait l'inspection technologique de la machine. Voilà. Ça, donc sous ce label du coup de la panne, on regroupe ça. C'est les 2 grandes catégories qui sont mises en scène. Or ça, vous n'allez pas me dire, encore une fois, en plaquant dessus une grille d'analyse, tout ça ne tient pas la route une seconde. On est dans la parodie pure et simple. On est abusé, mais et on marche en plus. On marche pas, on court. On court depuis 70 ans avec ces histoires-là. Non mais vous voyez les extraterrestres avec une machine qui, d'un point de vue technologique, est quelque chose dont on n'a même pas idée, venir en train de bricoler sous la machine, ou des fois il y a une échelle d'accès qui est en corde. Philippe vous a tout expliqué ce matin. Il vous a dit attention, il ne faut pas trop nous croire non plus. Il y a les éléments qui permettent de comprendre que tout ça, c'est des leurres. Donc, partant de là, il faut maintenant un petit peu essayer d'analyser tout ça. Le pourquoi de tout ça. Le pourquoi, sur un plan d'ensemble général, il vous a été quand même révélé ce matin. Alors, moi j'y vois, je suis sur le fond, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait plusieurs options et interprétations, parce que finalement, on n'a pas assez d'éléments, on ne sait pas, on est un peu les jouets dans cette affaire. Mais il me semble que l'hypothèse, le modèle qu'a développé Philippe, c'est ce qui répond le plus à ce que les témoins nous racontent. Voilà. Une fois qu'on a passé le cap de cette histoire de grille d'extraterrestres qui viendraient faire mumuse, son modèle répond très bien, et pour la première fois, à ce qui est observé. J'y vois une autre chose, c'est que dans cette parodie, dans cette caricature de nos activités, il y a un effet miroir. Philippe parle de dimension spéculaire, de speculos, le miroir en italien, specchio. Effectivement, ces gens qui tournent frénétiquement autour de l'objet, ou qui font semblant de le réparer, ou qui semblent très intéressés par tout ça, est-ce que ce ne serait pas une parodie de nos propres comportements, vu la manière dont on a déifié littéralement la technologie depuis tant de temps maintenant. Et ces gens récoltant d'une manière souvent sans se préoccuper de quoi que ce soit, récoltant des échantillons de l'environnement, est-ce que ça ne serait pas un peu en relation aussi avec la manière éhontée dont on use et on abuse de l'environnement? On a toujours fait, mais c'est vrai que ça a pris des dimensions apocalyptiques depuis une certaine période quand même, qui est d'un point de vue historique très très bien identifiée. Tout ça date de ce qu'on a appelé la révolution industrielle, c'est-à-dire un cap qu'on a franchi au milieu du 19e siècle. Elle naît en 1820 en Angleterre, mais elle commence à se diffuser en Europe et dans les pays dits industrialisés à partir de 1850. Et elle prend, on va dire, sa vitesse de croisière à partir de 1870-1880, précisément au moment où les premières vagues d'ovnis, assez curieuses d'ailleurs, font leur apparition. Donc tout ça doit être mis en perspective. C'est pas facile, je vous cache pas que c'est pas facile. Il faut pas non plus se lancer dans des analyses trop poussées et qui ne seraient pas fondées sur des éléments réels remontant du terrain. J'ai toujours cette distance personnellement, je fais très attention. Mais quand même, on ne peut pas ne pas être interpellé par tout ça. Voilà. Donc, j'en suis arrivé à un point où, c'est un peu la même démarche que Philippe, mais en moins accentué que lui. Je n'ai pas ces capacités de réflexion et cette capacité à manier les concepts dans l'abstrait. Donc, très logiquement, moi, je m'articule plus sur le terrain, si vous voulez, sur ce que j'ai vécu, sur les angles. C'est ce qui est normal, Mais j'ai toujours gardé comme option possible l'hypothèse extraterrestre, bien entendu.
même si c'est peu vraisemblable par rapport à ce qui remonte du terrain. Mais c'est toujours une possibilité. Qui peut dire comment se comporterait une civilisation ayant 15 000, 100 000 ans d'avance sur nous, ce qui à l'échelle de l'univers n'est rien du tout. Tout simplement, on est là dans l'incommensurable. Si c'est le cas, aucun des mots que je viens de prononcer, pas un mot que vous pouvez lire dans un livre n'a le moindre sens. Il faut bien s'en persuader. On est dans un vide total. Même l'imagination, même la science-fiction ne peuvent pas combler un vide pareil. Donc on est dans le vide intégral. Alors c'est toujours une possibilité, bien sûr. Mais, toujours pareil, sur ce qui remonte du terrain, l'hypothèse de Philippe, c'est ce qui cadre le mieux pour l'instant. Voilà mon avis, je vous livre mon avis. Il y a encore beaucoup d'aspects sous ce phénomène, notamment un aspect initiatique, me semble-t-il. Mais là, on est sur des braises ardentes, il faut faire très très attention. J'ai un peu abordé ce thème dans la contribution à la fin, en citant certains cas. Vous avez des choses très curieuses, vous avez des cas dont le symbolisme est véritablement alchimique, selon moi. Je connais un peu l'alchimie, je n'ai jamais pratiqué, en opératif, d'ailleurs, peu de gens l'ont fait, je crois. Mais disons qu'en tant qu'historien, je m'y suis intéressé un petit peu aussi, j'ai pas mal lu dessus. Vous avez certains cas où il me semble que le symbole qui est dans la vision renvoie directement à l'alchimie, c'est-à-dire à une voie de transformation. Et il y a encore d'autres choses. Donc, ce que je voulais vous donner avant tout, c'est l'exemple de certains cas. Mon opinion actuelle, qui est en évolution, toujours, je veille à ne pas être trop bloqué sur certaines choses, et j'essaie de synthétiser tout ça, et nous en sommes là aujourd'hui, et pour ma part, je continue de travailler sur les rencontres rapprochées du troisième type. J'ai énormément de contacts pas au niveau français, ça ne m'intéresse pas, mais au niveau mondial, j'ai sélectionné des amis, des ufologues qui sont compétents, qui travaillent sérieusement. On essaye d'échanger des cas, et je travaille toujours à ce niveau-là, avec l'espoir peut-être un jour de réaliser ce que j'ai fait en 78 pour la France, c'est-à-dire une étude statistique au niveau mondial sur les rencontres du troisième type, pas parce que j'en attends grand-chose, moi je crois que l'essentiel a été dit, mais pour avoir une base, un peu rationnelle, un peu plus solide, sur laquelle s'appuyer quand on dit quelque chose. Voilà. Des choses pourraient nous être passées sous le nez, et d'un point de vue statistique, on pourrait les faire remonter. C'est un peu optimiste peut-être, mais voilà. Donc je travaille plutôt dans cette optique aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai parlé 1h30 quand même. Ah oui, j'étais bavard, excusez-moi. J'étais très bavard. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions, dans la mesure de mes moyens, à toutes les questions possibles. Oui. Je voudrais poser une question. Effectivement, on a parlé tout à l'heure avec Philippe. Votre point de vue, est-ce que vous avez l'occasion de le partager avec d'autres ufologues, justement, comment le perçoivent-ils dans ce cas-là? Non, il y a un refus quasiment général. Les ufologues sont encore, alors les plus archaïques, on va dire, ce mot-là, sont encore à la vieille interprétation Tollet-Boulon premier degré, celle qu'on avait dans les années 40-50. Ok. Je juge pas d'ailleurs, c'est défendable. Quand on voit des ovnis avec des boulons rouillés, le phénomène participe à cet aveuglement, quelque part. Bon. Les plus avancés sont à ce qu'on appelle une hypothèse extraterrestre au deuxième degré. C'est-à-dire pour eux, ils auraient plutôt tendance à emprunter la voie sémiologique, c'est-à-dire dire oui, effectivement, on ne comprend pas, c'est absurde, mais c'est parce qu'on n'a pas le niveau pour comprendre, et donc ce phénomène qui ne peut pas communiquer avec nous, par les cas, nous envoie des espèces de messages, de signaux, dont on n'arrive pas à faire le lien entre l'outil et le signifié, entre le signifiant et le signifié. Donc c'est une vision sémiologique, effectivement. Je rappelle que c'est une branche de la linguistique, tout comme d'ailleurs la sémantique, que beaucoup apparentent au blablabla, mais la sémantique c'est une branche aussi de la linguistique, qui étudie le contenu d'un cas, et aussi son niveau de véracité, ce qu'on oublie souvent. Donc ces gens-là, au mieux, marchent dans cette ligne-là et ne veulent pas entendre parler d'autre chose. Donc effectivement, même ceux avec qui je corresponds
ne connaissent pas mon sentiment exact sur la question. Je joue le jeu, je leur envoie des cas, parce que souvent ils s'intéressent. Par exemple, j'ai un ufologue anglais avec qui je corresponds actuellement, Terry Hooper, un vieux de la vieille, un ancien policier aussi. Lui s'intéresse particulièrement aux formes non anthropomorphes. Il y a une quinzaine de cas recensés au monde. Il les a mis sur son site d'ailleurs. C'est des cas, accrochez-vous, hein. Accrochez-vous vraiment. Hein. Et je lui ai envoyé le cas de Beau Soleil, du coup. Pas de Beau Soleil, de la Colle-sur-Loup, qu'il ne connaissait pas. Alors, je lui ai envoyé en français, hein, pas traduit en anglais. Mais alors, il est content comme tout, il est en train de le traduire, il m'a remercié, voilà, parce que celui-là, il ne le connaissait pas. Là, on est effectivement dans une forme non anthropomorphe. Voilà. Donc là, il est vraiment content, il me dit, oui, ça m'en fait 17, 18, maintenant, c'est parfait comme ça. Donc, il y a cet échange d'informations. Ça, c'est bien. Après, chacun fait ce qu'il veut des informations. Ouais. Et jusque-là, quelle était votre position par rapport au phénomène, avant de rencontrer les gens avec qui vous avez collaboré ici dans ce livre? Non, j'étais sur la ligne que je viens de vous exposer. Mais Philippe Solal a réussi en une année à synthétiser un modèle que l'on n'avait pas. Je savais qu'il y avait des relations comme ça, mais de là à savoir qu'il y a des relations et de là à construire un modèle intellectuellement cohérent avec des concepts un peu solides, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, j'ai coutume. Dans l'intuition que c'était quelque chose comme ça. Ah oui, ben ça, il suffit d'être allé au contact, d'avoir entendu les témoins et de regarder un peu à tête reposée les cas, dire il y a quelque chose qui ne va pas là. La grille d'analyse n'est pas bonne. Donc ça, j'en suis conscient depuis que j'ai écrit les apparitions d'humanoïdes en 78. Hein. Ça, aucun doute. De là à concevoir quelque chose d'aussi élaboré, j'ai coutume de dire, bon, Philippe est là, mais dans ma vie, j'ai rencontré deux grands esprits. J'appelle grand esprit quelqu'un qui est à 100 quand vous êtes à 10 encore. Hein. C'est Aimé Michel, que j'allais voir de temps en temps dans les Alpes de Haute-Provence, et Philippe Solal. L'ufologie ne connaît pas la chance, d'ailleurs, elle connaît tellement peu la chance qu'elle ne s'occupe pas de ce qu'il dit. Elle connaît. Fabrice Bonvin dit, il a un mot très juste, le milieu ufologique ne mérite pas Philippe Solal. Et c'est tout à fait exact. Alors, ce que je vous ai dit, c'est, par une boucle, une toute autre boucle, c'est de venir à l'appui de ce qu'il vous a dit ce matin, mais par des cas... il faut savoir de quoi on parle, encore une fois. Vous voyez ? C'est important, parce que c'est vrai que d'un point de vue purement théorique, on peut élaborer 10 000 choses différentes. Hein. Mais il faut le fonder sur des récits vérifiés si possible. Parce que là encore, on est dans une situation... c'est ce que j'appelle être dans la cuisine, moi. Peu d'ufologues sont dans la cuisine. Ils prennent bouche bée tout ce qu'on leur raconte. Ils prennent des cas qui n'ont jamais été enquêtés. Puis on s'aperçoit après que c'était des faux ou un mythomane était passé par là, avait raconté n'importe quoi. Ah, c'est la catastrophe. Mais oui, la première démarche, c'est de vérifier les sources, de faire attention à ça. Au moins d'être prévenu. On peut se faire avoir, tout le monde peut se faire avoir. Mais il faut quand même garder raison et essayer de recouper les informations. Il faut être prudent. Comme ça. Autre question ? Oui. Est-ce que, de la part des témoins, vous avez eu par la suite des témoignages de ce que ça avait changé dans leur vie ? Alors... Est-ce qu'ils ont pris conscience du sens de cette expérience ? Alors, quand vous vivez quelque chose comme ça, c'est effectivement un bouleversement. Et donc, vos considérations, je parlais tout à l'heure de considérations existentielles, ça change automatiquement. Vous avez une ouverture que vous n'avez pas avant. Mais même quand vous faites une simple observation, hein, ce qui m'est arrivé, vous comprenez à ce moment-là que ce qu'on vous raconte, que le paradigme dans lequel on vit, dans le cadre sécurisé dans lequel on vit, où c'est comme ça et pas autrement, il y a quand même là-dedans une forme d'idéologie. Je fais toujours une comparaison pas politiquement correcte du tout avec l'insécurité. Si vous écoutez le langage des politiques, il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. On se demande pourquoi il y a des millions de procès-verbaux par an d'ailleurs. Hein. Et vous pouvez tout à fait traverser votre vie sans qu'il vous arrive rien. Et garder cette idée en tête, les écouter jusqu'au jour, il ne faut pas vous le souhaiter, que ça vous tombe dessus, sur vous ou sur un de vos proches. Là, le choc est tellement violent que du coup, vous réalisez pourquoi il y a des millions de déclarations à la police par an. Donc vous basculez. Et bien c'est la même chose avec le phénomène OVNI.
tous les médias, tout le monde, le système scientifique, c'est-à-dire l'Église en fait, parce que, je m'excuse, mais les médias et le système scientifique ont remplacé l'Église. C'est eux, aujourd'hui, qui vous disent comment le monde est. Et vous avez intérêt à être d'accord, parce que, voilà. On est dans un système qui est formaté, parfaitement sécurisé, voilà. Et ces histoires-là, dont je viens de vous entretenir, c'est comme des bugs, là-dedans. C'est des bugs métaphysiques. Ça vous tombe dessus, c'est sûr que le choc peut être violent. C'est pas systématique, mais il peut être violent. Moi, j'ai vu des gens basculer. D'ailleurs, j'ai passé ma vie à ça, dans ce domaine. C'est pour ça que je me tiens un peu à distance. Des gens, et quand je parle de gens, je parle pas. Enfin, je parle des fois de scientifiques ou de gens qui avaient un niveau d'éducation ou de culture. Je les ai vus basculer complètement, mais dans des choses, dans du délire pur et simple. Il y a un côté dangereux. La vérité de tout ça, c'est que on vit dans un cadre à la fois scientifique, mais en partie idéologique aussi, que l'on pourrait appeler mythique. Un philosophe a appelé ça un cadre mythique. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, peu importe. Et on vous raconte qu'on a, moi je discute souvent aussi avec des scientifiques, avec des physiciens, ils vous disent, on a élucidé 98% des lois de l'univers, tout est connu, tout est réglé, tout est... Et bien ces cas-là, ça vous dit tout à fait autre chose. Ça vous dit que peut-être on a élucidé 20% des lois de l'univers, et pour le reste on roule les mécaniques. Et que peut-être beaucoup reste encore à découvrir, et peut-être qu'une véritable révolution du paradigme serait très 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 souhaitable, en tout cas très urgente. C'est comme ça, c'est les réflexions que ça m'inspire. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, eh bien, c'est marrant, j'en discutais avec Bernard il y a 3 jours, là, et je lui ai posé carrément la question, je lui pose chaque fois d'ailleurs, il m'a dit non, ça a amené une ouverture, ce dont je viens de vous parler, mais pas une ouverture d'ordre mystique, si vous voulez, non. En revanche, il a revécu quelque chose, mais pas du tout, lui et sa femme d'ailleurs, tous les deux, pas du tout lié au phénomène OVNI, c'est ce qu'on appelle un phénomène paranormal. Et il m'a dit, je te raconterai, mais j'ai eu plus peur que la peur que j'ai eue dans le cas des hameaux du soleil. Donc il a vraiment dû avoir peur, parce que quand on connaît le coco, c'est pas n'importe qui, y compris sur le plan physique. Pour vous donner un ordre d'idée, il vient de passer à la retraite, il a 60 ans, j'en ai 62, il fait tous les ans le Mont Blanc à pied. J'ai été dans le domaine sportif, je suis professeur diplômé d'État une grande partie de ma vie, et à une époque il venait sur la route parce que je préparais des examens, et donc je m'entraînais énormément pour avoir une condition physique au top, et honnêtement j'avais, par rapport à la moyenne, une bonne condition physique, croyez-moi. La honte que je me suis pris chaque fois qu'il est venu, mais c'est inimaginable, la condition physique de ce gars-là. Il est increvable. Vous traînez les dents par terre, il est encore à peine échauffé, quoi. C'est incroyable. Donc c'est pas n'importe qui, en plus c'est un comédien, il en a vu de toutes les couleurs. Quand un gars comme ça vous dit j'ai eu la peur de ma vie et ma femme aussi, je suppose qu'il a dû se passer vraiment un gros truc. Je vais le voir bientôt, je vais monter puisqu'il est il est près de Grenoble, mais dans la campagne. Il va me raconter, bien sûr, on va en parler. Alors vous voyez, ça fait 40 ans qu'on est amis, presque, à un an près. C'est ça, suivre un témoin. Alors, les autres sont décédés, malheureusement. Oui. Vous voulez dire quelque chose de très important, il était avec sa femme et il a eu la peur de sa vie. Oui. Il était avec sa femme. Oui. Moi, je pense, c'est un avis que j'ai, quand on est seul à vivre une expérience comme celle-là, on est beaucoup plus apte à l'intégrer. Oui, je pense aussi. Quand on est accompagné d'une personne, c'est déjà que la charge émotionnelle se dilue aussi. Il y a comme un égrégore qui se forme et qui peut provoquer une panique. Oui. Qui peut, voilà, oui. Un peu comme des effets bleus. Oui. Qui change totalement l'expérience. C'est vrai. En plus, Bernard est quelqu'un de très sensible. Alors c'est curieux parce que quand on connaît le personnage, c'est quelqu'un de très sensible, qui a une sensibilité intérieure, mais il le reconnaît lui-même. Il s'est jamais pour moi, il s'est jamais vraiment remis de ce qui s'est passé dans cette nuit du 18 août 75. Je dis pour que... C'était l'expérience, j'utilise un terme un peu fort, mais c'était l'expérience qu'on vit en solitaire, oui. En fait beaucoup plus juste que quand on l'a vu plusieurs, parce qu'on est pollué par les trucs, bien sûr. Des autres, en fait. Et la charge émotionnelle se dilue un peu aussi. C'est très différent. Oui, c'est vrai, oui.
Par rapport aux différents cas, est-ce qu'il y a des cas de décompensation? C'est-à-dire que c'est parce qu'il semblerait que les décompensations vraiment psychologiques, que, à la limite, on pourrait imaginer soit les gens ne voient pas parce qu'effectivement la conscience fait que c'est trop fort, donc on voit pas ce qui peut se présenter, soit visiblement ils sont témoins. Oui. Mais justement, à la frontière, est-ce qu'il n'y a pas des cas de témoins qui ne supportent pas cette expérience et qui partent en décompensation? Parce que moi j'ai rarement lu des choses sur la question. C'est comme s'il y a un lien effectivement ce qu'on leur présente, et donc là la relation avec leur propre conscience fait qu'ils sont en mesure d'intégrer finalement et d'encaisser ce qui se présente. Oui. Alors sur ce que j'ai vu moi, mais c'est nécessairement limité. Je n'ai jamais vu un témoin avoir une conscience, même superficielle, du fait qu'il y avait une relation entre ce qu'il a vu et entre ce qu'il a vécu et lui-même. Je vous parlais tout à l'heure de ce commissaire au bois des Prades. À aucun moment il n'a fait la relation entre les différentes strates de l'aventure et ce qu'il était lui-même. Or, cette relation vue de l'extérieur, je suis sûr que vous l'avez perçue quand je vous racontais les choses. On l'aperçoit. En général, le témoin ne l'aperçoit pas. Alors, ce qui arrive, il existe effectivement des cas de décompensation, mais c'est plus dû à ce qui s'est passé après. Parce que c'est pas pour rien que... Alors, il faut voir tout ce qui est arrivé à Maurice Mas à Valençol. Ça a été épouvantable. Le matin et soir, je vais balader ma chienne, j'habite un peu en retrait de Nice, je vais balader ma chienne sur un chemin médiéval qui monte jusqu'à Tourette. Et je rencontre un ancien gendarme à la retraite. C'est intéressant parce que ce gendarme était à Valençol au moment des faits. Et donc il a beaucoup maillé, couvert la région. Et il m'a dit, en douce, il m'a dit, mais tu sais, lorsqu'on a sympathisé, on se rencontre, on balade nos chiens. Donc, il m'a dit, mais tu sais, il y a un tas de gens qui ont vu quelque chose à cette époque à Valençol. Mais même nous, on n'est pas arrivé à les faire parler. C'est une omerta totale. Ils ont vu ce qui s'était passé pour Mas, ils n'ont pas du tout envie de vivre les mêmes choses. Je pense à un cas italien, où, alors ça c'est intéressant aussi, un ouvrier soudeur, un soir d'orage, près de chez lui, est tombé sur un objet assez important, plutôt en hauteur, un peu comme une toupie. Et il y avait des êtres qui étaient en train de réparer, entre guillemets, et devinez ce qu'ils faisaient? Ils soudaient. Bon, ce gars-là, jusqu'à sa mort, a dit, il n'est jamais revenu sur son témoignage, ça s'est passé comme ça, on a trouvé des traces d'ailleurs, c'est un cas relativement bien enquêté pour l'époque, c'est 52 je crois, en Italie. Il a dit, c'est le pire regret de ma vie. Parce que ce que j'ai vécu suite à ça, je le souhaite à personne, et je prie le bon Dieu tous les jours que ça n'arrive plus jamais, et je souhaite ça à personne. Vous voyez, c'est compliqué, ça dépend du caractère du témoin, de la nature de son vécu, de ce qu'il a réellement vécu dans cette histoire, de ce qui s'est passé après, parce que c'est vrai qu'avoir les journalistes devant la porte et les gens qui vous font passer pour un cinglé, et c'est normal que les gens se taisent. C'est pas pour rien qu'un cas seulement sur 10 arrive à notre connaissance. C'est pas pour rien. Les gens sont pas fous, ils ont vu ce qui s'est passé. C'est vécu comme une expérience privée. Alors c'est là que ce serait intéressant, arriver à rentrer dans ce qui est considéré comme une expérience privée. Le gars n'en parle pas, mais il vous prend en sympathie, il accepte d'en parler à condition que ça ne sorte pas, que son nom ne soit jamais révélé et tout. C'est pour ça que je n'ai jamais révélé en 40 ans le nom d'un seul témoin. Ceci dit, il y en a qui n'ont pas ces scrupules. Vous cherchez même les témoins dont je vous ai parlé là. Si vous savez où aller chercher dans la littérature ufologique, vous trouverez leur nom, mais pas venant de moi. Jamais. Il faut toujours protéger le témoin. Ça c'est la première règle de base. Autre question? Oui. Oui. En ce sens, quel est votre sentiment par rapport au fait est-ce que vous pensez que les messages, puisqu'on prend ça comme des messages, ces apparitions sont des messages, sont destinés à l'individu qui les perçoit ou éventuellement à la collectivité? Le but étant que le témoin les raconte pour que la collectivité alors voilà, profite. ça c'est très bien vu. C'est un problème de probabilité statistique, cette histoire finalement. Parce que si un témoin sur 10 parle, ça va se retrouver dans la littérature ufologique, donc il va y avoir une expansion du cas. Je m'étonne parfois de voir des cas
dont j'ai un peu parlé à l'époque, mais pas... un cas qui s'est passé à Cannes-sur-Mer, je les ai retrouvés dans le catalogue d'Alberto González l'autre jour, américain. Le cas est fiché, identifié avec le nom du gars et avec un numéro. Et il raconte, ils ont traduit ce que j'avais dit à l'époque, mais dans un tout petit truc de rien du tout. Le gars est arrivé à le trouver. Donc ça se diffuse, effectivement. Quel est l'impact exact ? Le seul impact visible, c'est que les gens sont plutôt favorables aujourd'hui, plus favorables aujourd'hui à la vie extraterrestre. Moi, c'est ce que je vois. Peu ont entrevu ce dont Philippe Solal vous a parlé ce matin, à mon avis. Il y en a quelques-uns. J'ai une ufologue là dans le coin qui est très sympa, qui m'a écrit des choses. Elle m'a envoyé un dossier comme ça sur elle voulait mon avis. Bon. Mais elle m'a fait 2-3 réflexions qui prouvaient qu'elle avait compris certaines choses sous-jacentes à la contribution que j'ai faite et que j'ai pas explosé en public, effectivement. Et elle m'a dit, moi je pense que c'est ça. Alors, ça se défend, hein, c'est ce qu'elle dit, ça se défend. En gros, je peux vous le dire, c'est pas non plus... Elle me dit ces histoires de RR4, donc là, on n'est plus dans les RR3, on est dans les RR4, les enlèvements, les abductions. Hein. Elle dit, tu as raison, c'est une histoire initiatique, il n'y a pas de progression sans mort symbolique. Ça n'existe pas. Toutes les traditions le savent sans exception. Donc, il nous renvoie, le phénomène nous renvoie à une forme de mort, de naissance-mort, plus exactement, ou de mort-naissance, ce serait peut-être mieux de dire comme ça. Et il y a une volonté effectivement de changer de registre, de faire progresser. Mais moi je pense que cette volonté n'est pas appliquée aux témoins, elle est statistique. Parce que beaucoup de témoins ne passent pas ce cap et ont ce qu'on appelle un choc post-traumatique, donc ils n'arrivent jamais à se remettre. Je parle pour les RR4. Hein. C'est très, c'est même plus fréquent que le contraire. Mais vous avez quelques cas où le témoin a connu une expansion de conscience après. Donc, si quelque chose joue à ce niveau-là, ça joue au niveau des probabilités et des statistiques. On sait que sur 100 cas, il y a une quinzaine de cas peut-être, où il va y avoir une expansion de la conscience, et ces gens-là vont parler ou agir d'une certaine façon, et ça va c'est possible de voir les choses comme ça. J'en suis pas sûr à 100% hein, quand même, mais c'est possible. On peut voir les choses comme ça. Oui. Mais on est dans des domaines... C'est de savoir si la symbolique sous-jacente, je veux dire, est destinée à l'humanité ou juste aux individus. Alors moi je pense que les deux sont vrais. Je pense que les deux sont vrais. Hein. Encore faut-il que l'individu soit prêt à la recevoir. Quand on voit que les témoins ne comprennent pas ce qu'ils ont vécu et qu'ils restent sur une grille d'interprétation qui n'a rien à voir, mais le phénomène joue de ça aussi. Le phénomène se présente comme extraterrestre. Faut jamais oublier ça. Et donc tout le monde adhère. Il nous donne ce qu'on veut voir, et en même temps il masque derrière. Alors quelle est l'activité qui masque ? La véritable question elle est là. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de masqué dessous ? Est-ce qu'il y a une influence un petit peu insidieuse ? C'est ce que pensait Jacques Vallée. Dès les années 70, Jacques Vallée pensait ça. Il disait le phénomène agit à la marge, et il y a un impact statistique invisible dans la société. C'est pas le seul à avoir dit ça, et pas seulement pour les ovnis. Vous avez Kenneth Ring qui a dit ça pour les NDE, et il a dit ça il y a 25 ans déjà. Il dit ça joue, les gens ont une ouverture du champ de conscience, et comme il y a de plus en plus de ces cas de gens qui sont revenus d'état de mort imminente, grâce au progrès des technologies médicales, automatiquement le pourcentage monte, c'est vrai, et donc il va y avoir une influence au plan mondial. Ça peut se défendre, il y a une logique. J'en suis pas tout à fait certain quand même, quand on voit ce qu'on voit. Oui. Si l'origine n'est pas extraterrestre, qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien... trouver le tampon extraterrestre parce qu'on ne sait pas mettre autre chose. Oui, bien sûr. Philippe a expliqué que ça pourrait venir en partie de nous-mêmes, ou d'une partie plus inconsciente de nous-mêmes. En fait, moi je suis sur le plan de ma vie personnelle, je suis très proche pour un tas de raisons de quelqu'un que j'ai pas connu par la force des choses. Il est mort en 1950, c'est Ramana Maharshi, qui est sans doute le plus grand sage hindou. Si vous avez un petit peu de curiosité, vous tapez son nom sur internet et puis vous allez voir qui était Ramana Maharshi. Et j'ai eu un élève qui l'a approché de près pendant la guerre, à la même époque où Ella Maillard y était d'ailleurs. Il l'a regardé comme ça parce qu'il était déjà très entouré, c'était difficile de l'approcher. Il l'a simplement regardé comme ça. Le choc a été si violent
que sa vie entière en a été changée, une fraction de seconde. Ramana Maharshi ramène tout au soi. Philippe vous a entretenu du soi ce matin. Je suis. Ramana Maharshi disait, vous êtes dans l'illusion totale. Il n'existe rien en dehors du soi. Et quand il allait mourir, il est mort d'une façon admirable, en laissant de côté la douleur et tout le reste. Il met, vous allez nous quitter. Il leur a ri au nez. Il leur a dit, mais où voulez-vous que j'aille? Je viens du soi et le soi crée toutes les formes. Où voulez-vous que j'aille? Je vous quitterai jamais. Et ce que nous a dit Philippe ce matin, c'est que ça pourrait bien venir de là, mais par un système quand même que je qualifierais quand même un peu de pervers. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas le temps d'aborder ici. C'est pas pour rien que dans les milieux ufologiques, je connais très bien, j'en fais pas partie, mais je les connais parfaitement bien, depuis très longtemps. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont partis dans des interprétations totalement démonologiques. Et il ne faut pas s'imaginer non plus que ce sont tous des imbéciles, tous des analphabètes. Vous avez de brillants penseurs parmi eux en plus. Je pourrais vous citer un ou deux livres, vous aurez un choc en les lisant. Bon, je vais arrêter là parce que tu ne vas pas y rester jusqu'à 18 ans. C'était Eric Zucker, conférencier, enquêteur, dans une conférence publique organisée par OVNI Conscience.